10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, ce qu'on vient d'entendre dépasse l'entendement, ce qu'ont raconté ces policiers, ce médecin, on le sait, mais de l'entendre chaque jour est toujours plus révoltant, mais bon. Pour commenter l'actualité, Christian de Villeneuve, bonjour, vous êtes journaliste politique, vous m'entendez ? Oui, très bien, bonjour. Bonjour, Laurence Sayet, chroniqueuse politique, ancienne porte-parole des Républicains. Bonjour Laurence. Bonjour. Régis de Castelnau, avocat, vous êtes membre de la rédaction de Causeur, vous tenez un blog qui est une bonne lecture en ce moment, Vue du droit. Et Arnaud Benedetti, bonjour, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Tiens, dites-moi un petit peu où vous êtes les uns les autres. Christian de Villeneuve. Moi, je suis à Bonneveau, en Normandie. En Normandie. Voilà, une vingtaine de kilomètres de Deauville. Voilà. Laurence Sayet. Je suis à Paris, chez moi. D'accord. Régis de Castelnau. Écoutez, coup de chance. Je suis parti pour installer la maison et les quartiers d'été en Provence et le confinement m'y a surpris. Je suis très content. Et vous êtes content d'être là-bas ? Non, mais si vous voulez, c'est vraiment un coup de chance. Même si toute ma marmaille, ça fait 9 personnes entre les enfants et les petits-enfants, sont tous confinés à Paris. Ce qui m'inquiète un peu, quoi. Forcément. Et Arnaud Benedetti, vous êtes à Paris. Chez moi. Voilà, je suis sûre, effectivement, que vous êtes chez vous et que vous respectez ce confinement. On est avec vous sur Sud Radio, vous le savez, le studio est vide parce que nous prenons évidemment beaucoup, nous faisons très attention à respecter ces consignes. Demain, je serai certainement chez moi également avec un petit studio installé. J'espère que vous respectez ces consignes. En tout cas, on vous donne la parole, 0826 300 300. On va évidemment parler du coronavirus, des confessions sidérantes d'Agnès Buzyn hier dans le Monde. Peut-être commençons... Non, j'avais peut-être avant Agnès Buzyn envie de commencer par cet article du Parisien qui nous explique pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas prononcé ce mot de confinement pour ne pas dramatiser. Est-ce que vous comprenez ça ? Non. Alors Régis de Castelnau. Oui, non, mais j'interviens brutalement comme ça. Oui. J'avais trouvé la première intervention pas si mal, celle du vendredi, je crois, la première, y compris qu'à la fin, on voyait très bien qu'il était converti au communisme, puisqu'il fallait que le marché s'occupe pas de tout. Donc j'étais plutôt satisfait, puis il y avait une forme de fermeté. Celui de lundi soir, c'est très curieux, quoi. C'est très très curieux. C'était inconsistant et surtout, on avait l'impression qu'il tournait autour du pot. C'est pas de nature à rassurer dans une époque où la parole publique est quand même largement disqualifiée. Coucou Sibeth Ndiaye. Je pense que c'est quand même étrange, quoi. Arnaud Benedetti, vous qui êtes un spécialiste en communication politique. Écoutez, ce qui est clair depuis le début de cette séquence, c'est qu'en fait, le président de la République laisse le soin d'annoncer à son Premier ministre ou au ministre de l'Intérieur les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il ne prend pas sur ses épaules toute la communication de l'exécutif et qu'il préfère, et on l'a vu déjà dès le jeudi, dès la première intervention, finalement la première intervention où il a annoncé la fermeture des écoles, on a vu 24 heures plus tard et 48 heures encore plus tard, lorsque le Premier ministre a annoncé la fermeture des cafés, des restaurants, ce qui a été d'ailleurs jugé brutal par les professionnels du secteur, que en fait il ne souhaitait pas porter sur ses épaules, à bras le corps, les mauvaises nouvelles. Alors bon, ça peut se comprendre, si vous voulez, dans le cadre de la répartition, j'allais dire, des responsabilités sous la Ve République, mais on a parfois le sentiment qu'on a un président de la République qui ne souhaite pas, in fine, pour peut-être sanctuariser son image, assumer l'ensemble des mesures les plus coercitives que les Français doivent subir. Mais ce mot de confinement, il était essentiel quand on voit effectivement le comportement de certains Français ou même qui n'avaient visiblement pas compris la gravité de la situation. Oui, alors là, d'un point de vue sémantique, c'est compliqué. Oui, non, enfin, moi je trouve quand même assez choquant, je le dis, qu'on fasse porter la responsabilité aux Français, finalement d'une espèce de désinvolture que les gouvernants ont eux-mêmes d'une certaine manière véhiculé. Je rappelle quand même que sur la question des Français que l'on a trouvé le dimanche sur les quais de la Seine, le président de la République était lui-même une représentation théâtrale une semaine avant. Et le 7 mars, le 5 mars, et il nous expliquait que finalement la vie continuait.
Donc on ne peut pas, si vous voulez, envoyer des messages contradictoires et ensuite faire porter aux Français une responsabilité qui n'est pas forcément la leur. Moi je trouve que plutôt l'opinion publique est assez résiliente pour le moment. Christian, alors Christian, puis après Laurence Sayet, pardon. Oui, sur l'intervention du président de la République l'autre soir, moi ce qui m'a le plus étonné, voire choqué, c'est d'expliquer que cette période de confinement ne durerait que 15 jours, alors que tout le monde sait, que tous les scientifiques expliquent que cette période durera au minimum 30 jours, voire 40 jours. Donc il y a toujours une volonté d'apaiser. C'est en même temps qui empêche de dire les choses clairement. Oui, on a sur Twitter un auditeur qui nous dit, ou une auditrice, c'est une auditrice qui dit « Mon mari continue de travailler parce que le président de la République n'a pas prononcé le mot de confinement ». Voilà. Laurence Sayet. Je pense, si vous permettez, que c'est pas ça qui compte vraiment. Déjà, le président de la République, c'est le père de la nation. Un père, comme un père de famille, il n'est pas là pour alarmer, il est là pour organiser et rassurer. De toute façon, la pression était montée tout le lundi. C'est-à-dire que l'état d'esprit des Français le dimanche, avec, c'est vrai, peut-être une certaine forme de désinvolture, même si elle n'est pas condamnable, puisqu'il y avait l'ambiguïté du maintien des élections, mais n'était pas du tout celui de l'état d'esprit des Français le lundi. On a bien vu que toute la journée, la rumeur courait d'un confinement beaucoup plus strict que ce qui a été annoncé au final. Et donc, je pense que la pression était déjà au maximum, parce qu'on l'a vu, et le président de la République a été encore plus écouté que le jeudi, et que de rajouter de la pression sur de la peur, c'est créer de la panique. On l'a vu déjà. La panique, elle est déjà là, Laurence, non? La panique, elle est déjà là. D'accord, mais on ne peut pas en rajouter. Et là où on voit que le mot de confinement n'était pas absolument nécessaire, et de toute façon, il a été dit après, ce qui comptait, c'était des règles claires, c'est qu'il me semble, on verra si ça tient dans le temps, que hier, depuis midi, à part quelques exceptions locales, notamment dans les gares où c'est incompréhensible qu'on ait laissé ça invraisemblable, mais néanmoins, les Français ont changé de comportement. Donc moi, au contraire, je pense, et pourtant vous savez bien que je ne suis pas une macroniste dans l'âme, que le président de la République était tout à fait dans son rôle d'imposer les lignes sans pousser plus au stress et à l'angoisse, parce qu'il faut quand même comprendre que ce confinement, absolument nécessaire, on est bien d'accord, va créer des situations d'angoisse pour certaines personnes qui vont être très importantes. Oui, mais attendez, l'angoisse, elle peut naître aussi. On a la guerre 4 fois. Oui. Moi, le père de la nation, excusez-moi, j'ai vite fait avec ce monsieur. Mais la guerre, ça se mène avec un combat, donc on met les Français au combat. Oui, mais attendez. Le père de la nation, moi je fais un complexe d'Oedipe avec lui tout de suite, parce que donc le chef de guerre, on dit la guerre, le président, il est le patron, il doit être le chef de guerre, et donc il fait un discours pour nous dire c'est la guerre, il nous donne des conseils de lecture, c'est quand même hallucinant, et il prononce pas le bon mot. Moi je comprends ce que vous dites, tout à fait, il faut apaiser. Le coup des 15 jours, je me dis, il a dit minimum, c'est pour qu'on rentre là-dedans, si on dit 45 jours, là ça va être effectivement très traumatisant. Mais donc ça me gêne pas trop. Mais prononcez le mot, bon sang de bonsoir. Parce que effectivement, le mot guerre est peut-être encore plus anxiogène que le mot confinement. Non, parce que le mot guerre, si vous voulez, ça montre qu'on est prêt au combat. Ça montre que, c'est ma perception. Quand on dit on va faire la guerre, ça veut dire on y va et c'est parti, on va se battre. On va se battre, c'est quelque chose qui va dans le sens du combat. Tandis que s'il avait répété le mot confinement, totalement anxiogène, mais de toute façon ça a été fait. Ce qui comptait, c'est qu'il fixe les règles. Parce qu'à quoi ça sert? On ne va pas parler des heures d'un mot. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est que les Français soient à la maison. Est-ce que ça a fonctionné? À ce stade, oui, il me semble, mais j'ai pas tout en tête, on verra si ça tient, mais hier, à partir de midi, ça a fonctionné. Donc, il ne fallait pas en rajouter des couches et des couches. Vous verrez, on en reparlera dans quelques jours, parce que tout le monde n'a pas 300 mètres carrés pour mettre ses enfants. Tout le monde n'a pas des moyens financiers, parce que même si l'État a mis beaucoup de choses en place, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas du tout comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont payer leur facture qui reste quand même en vigueur. Et donc, ça crée une telle angoisse. Il faut comprendre quand même que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et que le mot confinement ajouté à la réalité du confinement, ça va être
terrible pour de nombreux Français qui, même avec toute la bonne volonté du monde, vont en souffrir énormément. Oui, à ceci près que quand même personne n'a compris véritablement ce qu'il souhaitait après son intervention. Absolument. Il y a eu une très grande confusion suite à son intervention et il a fallu en effet l'intervention d'abord du ministre de la Santé qui lui n'a pas hésité à parler de confinement et ensuite l'intervention du ministre de l'Intérieur pour que les Français commencent à comprendre qu'on rentrait véritablement dans une situation de confinement. Encore une fois, moi je veux bien que le président de la République soit le père de la nation, même si je trouve qu'il est sur le fond, je veux dire, en grande difficulté quant à ce rôle. Mais quand même, le président de la République, je rappelle, à partir du moment où on nous dit qu'on est en guerre et qu'il est le chef des armées, eh ben, il doit dire les mots que la situation exige. En l'occurrence, moi j'ai eu le sentiment plutôt d'un président de la République qui se défaussait sur ses ministres pour finalement annoncer les nouvelles, encore une fois, les plus contraignantes pour nos compatriotes. Ouais. Alors je voudrais qu'on parle donc d'Agnès Buzyn hier dans Le Monde, interview. C'est un article d'Ariane Chemin qui a rencontré Agnès Buzyn, qui visiblement est au bout du rouleau de ce que l'on sait. Et elle l'a dit: quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient pas se tenir sans doute. J'ai rongé mon frein. Alors, Christian de Villeneuve. Oui, moi je veux dire, je crois qu'il est peut-être difficile d'accabler cette femme après une défaite électorale. J'ai le sentiment qu'elle est un peu au bord du burn-out. Cela dit, c'est un vrai mensonge d'État. Parce que si elle savait et qu'elle n'a pas dit... Elle a dit. Visiblement, elle a dit, elle n'a pas été écoutée. C'est la teneur de son message. Alors, c'est vrai qu'elle met en cause Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais si elle est une responsable politique, elle est capable de prendre sa décision. Et dans ce cas-là, si elle n'était pas écoutée, pas suivie, elle devait démissionner sans tarder. Ouais. Voilà. Donc non, en plus, je crois que le moment est très mal choisi. Pour faire ce type de déclaration alors qu'on en appelle à l'unité nationale. Non, et puis elle va alimenter les partisans du complot, elle envoie un terrible message de défiance à l'égard de la parole publique. Non, c'est un vrai suicide politique. Juste une parenthèse, Arnaud Benedetti va réagir. C'est aussi, et j'ai vu, je crois que c'est Céline Pina qui a fait un article sur la responsabilité de la journaliste du Monde, que ce papier a mise très mal à l'aise parce que finalement, alors est-ce que c'est le boulot de journaliste ou pas que de faire ça maintenant? Elle a une responsabilité aussi. Enfin, je vous interroge là-dessus, Arnaud Benedetti. Écoutez, de toute façon, Madame Buzyn était libre de refuser l'interview. Donc, en l'occurrence, je veux dire, elle a pris ses responsabilités. Il faut qu'elle les assume. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que soit elle savait, et là, en l'occurrence, elle agissait en vraie responsable politique, c'est-à-dire que à partir du moment où elle sentait que, au plus haut niveau de l'État, il n'y avait pas de réponse à ses inquiétudes, et dans ce cas-là, elle démissionnait. Souvenez-vous quand même ce que disait Jean-Pierre Chevènement, qui lui était un véritable responsable politique. Il disait: un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Elle, non seulement elle a fermé sa gueule, elle n'a pas démissionné, et elle vient après le résultat des élections municipales qui l'ont manifestement également traumatisée, nous raconter qu'elle savait et qu'elle a alerté l'exécutif. En fait, Madame Buzyn n'agit pas comme politique, elle agit comme une subordonnée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas conscience qu'un ministre, il a une autonomie politique au sein d'un gouvernement. C'est ce qui fait la différence entre un ministre, un responsable politique, et quelqu'un qui est dans l'administration. Donc, elle n'avait pas, sur le fond, un véritable devoir de réserve. Il fallait qu'elle assume son rôle politique. Mais c'est la difficulté, si vous voulez, du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est un gouvernement de techniciens, pour l'essentiel. Donc, ils n'agissent pas en politique. Ils agissent, finalement, comme des directeurs d'administration centrale. À la tête du pays, nous n'avons pas besoin de directeurs d'administration centrale. Nous avons besoin de responsables politiques. Et en l'occurrence, Madame Buzyn a clairement failli à sa mission. Allez, on va marquer une toute petite pause, très très rapide. Laurence Sayer, Régis de Castelnau, vous aurez la parole. On aura Lionel également, 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Dès
dès votre réveil dans le Grand Matin Sud Radio. Dès votre réveil dans le Grand Matin Sud Radio, Patrick, on ouvre le standard vraiment encore plus largement que d'habitude. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui, absolument. 0826 300 300. Nous sommes là pour vous accompagner, pour gagner ensemble cette guerre contre le coronavirus. Donc tous les conseils, les bonnes attitudes, les bons gestes, vos questions, les initiatives, vos témoignages. On vous attend 0826 300 300. Soyons ensemble sur Sud Radio, évidemment, et parlons vrai, Cécile. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Chérie, t'es déjà rentrée? C'est quoi ces ballons? C'est l'anniversaire de qui? De Netto. Du 17 au 29 mars, il y a 70% de remise immédiate sur le lot de 2 gels douche extra doux, le petit Marseillais. 70%? Netto, le discounter qui fait la différence. Différentes variétés, soit 82 centimes les deux ou 1,64€ le litre. Modalité de l'offre et magasin participant sur netto.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff qui est confiné chez lui, mais qui est très en forme. Nous parlions donc des confessions pour le moins surprenantes d'Agnès Buzyn hier. Laurence Saillet, vous qui avez été porte-parole des Républicains, comment est-ce que vous avez compris cette déclaration ? Alors déjà, moi, je n'ai pas de peine pour ce qu'elle peut ressentir actuellement, pardon de le dire, parce que par rapport à tous les gens qui sont hospitalisés, ceux qui sont décédés, les familles, je pense que la peine de Madame Buzyn est plutôt indécente. Je pense qu'elle n'a pas le sens de l'État, en 2 étapes, c'est-à-dire elle ne l'a pas eu au moment où, et peut-être, mais je mets des guillemets parce qu'on verra bien où est la vérité, peut-être que si elle a alerté suffisamment, elle n'a pas dénoncé. Donc ça, effectivement, ça démontre un manquement sérieux au sens de l'État. Et deuxième étape, elle n'aurait jamais dû en parler hier, parce que le temps est au sang-froid. Bien sûr qu'on est tous en colère, je vais vous dire, on a envie de crier. Moi, pendant au moins un mois, sur tous les plateaux télé que j'ai faits, je disais, comme d'autres de mes confrères éditorialistes, attention, c'est étrange. Attention l'Italie. Non, l'Italie n'est pas un pays du tiers-monde. Attention, regardez l'Espagne. Et tout le monde me riait avec une grande condescendance en me disant « Mais ma pauvre fille, vous n'avez pas compris. L'Italie n'a pas le même système de gestion de santé. Mais ma pauvre fille, vous vous inquiétez parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes une mère. » Voilà ce que j'ai entendu pendant un mois. Même des députés En Marche, avec qui j'ai débattu encore la semaine dernière, qui me riaient au nez en me disant « Mais qu'est-ce que vous dites? N'importe quoi. » Vous voyez, donc bien sûr qu'on est en colère. Néanmoins, aujourd'hui, la France est en état d'urgence. Donc là, nous devons tous prendre nos responsabilités pour essayer de limiter au maximum la polémique et pour se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire passer les messages de confinement, aider les Français à s'organiser, etc., etc. Et elle, qui a failli dans son rôle, aujourd'hui, craque et ne se retient même pas de mettre une pagaille supplémentaire à accélérer la polémique. Donc là, vraiment, je trouve ça indécent. Régis de Castelnau. Je vais être désagréable au possible. Comme d'habitude. On vous connaît, Régis. Oui, comme d'habitude, parce que d'abord, je vais revenir au droit. C'est ça, le droit, c'est casse-pied. Bon, première observation, je suis tout à fait d'accord. Madame Buzyn est en dessous de tout, parce qu'elle pleure le jour où elle quitte son ministère, elle déserte. C'est le terme français qui s'applique à ce qu'elle a fait pour essayer d'être maire de Paris. Elle lâche alors qu'elle nous dit qu'elle savait tout. Bravo, félicitations, elle est déshonorée pour toujours. Mais le problème, effectivement, ce qu'elle a dit hier, moi j'ai lu l'article qui est tout à fait incohérent, pose un problème juridique et judiciaire tout à fait considérable. Rappelons-nous l'affaire du sang contaminé. Je ne vais pas infliger aux auditeurs la lecture des articles 221-6 du Code pénal et le 121-3 également, mais si ce qu'elle dit est vrai, la responsabilité pénale et criminelle des décideurs publics, ministres et aux fonctionnaires, directeurs de la santé, etc., puisqu'il est nommé dans ses aveux, sont aujourd'hui justiciables pour les uns des tribunaux ordinaires et pour les ministres de la Cour de justice de la République. Les infractions, si tout ça est vrai, sont constituées. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un dommage, les milliers de morts en plus qu'il y aura du fait du caractère tardif de ces mesures leur seront imputables. C'est le droit français, ça. Tous ceux qui ont contribué à la réalisation du dommage sont
poursuivis. Rappelez-vous, le sang contaminé, je le dis pour la deuxième fois. Donc la situation aujourd'hui, elle est terrible, parce qu'on a déjà une parole publique qui est disqualifiée, et maintenant on a des décideurs publics et qui sont très mal à l'aise, on le voyait bien hier avec Philippe, qui savent qu'ils sont dans le tuyau. Quoi qu'il se passe, quand cette affaire sera terminée, cette question-là sera centrale, et vous aurez des milliers de plaintes de familles dont les membres sont décédés ou autres, qui seront recevables et qui devront faire l'objet d'un traitement judiciaire. C'est une catastrophe sans nom, ce qui s'est produit à la fois par la carence de ces équipes de bras cassés et également parce que vient de dire Madame Buzyn à ce moment-là, elle déserte deux fois, le 30 janvier et hier. Mais ce qui est assez incompréhensible avec Agnès Buzyn, c'est que le discours public qu'elle a pu tenir au moment du démarrage de la crise était un discours qui est complètement contradictoire avec ce qu'elle dit dans le monde. Il faut se souvenir que Madame Buzyn nous expliquait que le virus était confiné à la Chine, ce qui est assez surprenant d'ailleurs de la part d'un médecin. On sait très bien que les virus circulent. Elle nous expliquait que l'information était parfaite, qu'il suffisait de quelques affichettes dans les aéroports pour finalement prévenir les passagers. Donc, si vous voulez, il y a quand même une incohérence entre son attitude publique et ce qu'elle dit aujourd'hui qui finalement provoque un malaise évident. Et je rajouterai que c'est vrai que dans le climat que l'on connaît aujourd'hui, elle rajoute de l'anxiété à l'anxiété. Donc ces propos, bon, on l'a tous dit ici, et je crois que les commentaires qui aujourd'hui font suite à cet article dans Le Monde le soulignent tous. Il y a à la fois incohérence et irresponsabilité de sa part, mais néanmoins, elle pose un problème, et là je rejoins ce que dit Régis de Castelnau, un problème essentiel, c'est qu'il y a la responsabilité pénale aujourd'hui des dirigeants qui est engagée par les propos qu'elle tient. Ce qu'a dit Christian de Villeneuve au début, scandale politique, c'est ce qu'elle... Mensonge d'État. Alors on a Lionel qui nous appelle de Pontoise. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Je vous rejoins tous un petit peu. Moi, j'irais même un peu plus loin en disant que c'est carrément criminel. Tout cet amalgame qui est fait, tout ce qui est raconté, c'est incroyable. Moi, je travaille dans le médical, donc on entend les choses, on les voit venir. Tout ce qu'on a entendu, c'est vous inquiétez pas, ça viendra jamais en France. Juste avant, quand les infirmières leur réclamaient des moyens, qu'elle hochait la tête avec un léger sourire en disant mais n'importe quoi, quand derrière elle se permet, en étant un médecin, de pouvoir dire que c'est de la faute des infirmières parce qu'elles ne gardent pas les gants à usage unique ou les seringues, mais où est-ce qu'on va ? Et c'est ces personnes-là qui nous dirigent et qui nous font dire vous inquiétez pas, il se passera rien, ça viendra jamais en France. Et on peut même ramener les gens de Wuhan, il se passera rien. Et on en est arrivé là. Donc déjà, elle porte la plus grosse responsabilité de tout ce qui nous arrive. Oui, alors, Christian Villeneuve, vous vouliez dire quelque chose ? Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que quand même les politiques n'ont cessé de dire qu'ils tenaient compte des avis du comité, des experts du comité scientifique, et ces experts du comité scientifique ont eu un discours très apaisant. Et donc, je pense qu'il ne s'agit pas de dédouaner les politiques, mais ils ont des excuses. Oui, mais attendez, la composition de ce comité... C'est la composition, effectivement. La composition de ce comité scientifique, c'est une plaisanterie. Moi, j'ai essayé de suivre ça d'un peu plus près, parce qu'au début, j'étais comme tout le monde. J'entendais, on a sorti M. Kouchner, Sibediaï tous les jours, ces pauvres Italiens, ils sont nuls, nous, c'est pas pareil, etc. Et M. Simès qui accuse les Français d'avoir été désinvolte, qui a été le premier à dire mais c'est rien, c'est une grippe pouninette, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, mais tout le monde a peur. Ils sont tous anxieux parce que leurs responsabilités respectives sont engagées. Il y a un autre souci. Il y a un autre souci, si vous voulez. L'incertitude scientifique, on peut la comprendre. Après tout, les scientifiques sont en train d'essayer de comprendre quel est le virus, quelles sont les caractéristiques, les propriétés, et les autorités sanitaires doivent en effet faire avec les incertitudes scientifiques. Mais il y a un autre principe dont on parle peu quand même, et qui est un principe qui a été constitutionnalisé par Jacques Chirac. Bien sûr. C'est le principe de précaution. Est-ce que, in fine, on a pris les mesures qui s'imposaient pour justement répondre à cette injonction constitutionnelle? C'est une vraie question qu'il faut poser aujourd'hui. Le principe de précaution dont on nous rabâche tous les jours qu'il est absolument indispensable aujourd'hui pour protéger
protéger les populations, eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est resté sur les étagères de la Constitution et que aucune des mesures qui ont été prises sont conformes à ce principe de précaution. Mais si vous voulez, sur le plan juridique, je reviens, et puis après je vous passe la parole à nouveau, mais sur le plan juridique, tout ça est établi, c'est-à-dire que l'affaire de l'amiante, il y a eu effectivement des procédures, etc., parce qu'à un moment, le décideur public a une responsabilité particulière, le principe de précaution, le principe de prévention, le principe de responsabilité. Après, il y a eu le sang contaminé, et maintenant, il y a cette affaire-là. Alors, et c'est normal, on va examiner la façon dont ça s'est passé. Laurent Saillant, en même temps, c'est facile de refaire le match aussi. Je pense qu'on verra, on verra après. Laurent Saillant. Ah oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas convaincu. Bien sûr qu'on verra après, mais... Bien sûr qu'on verra après, mais moi je me sens autant à l'aise pour dénoncer les choses que je l'ai fait avant. Je n'ai pas fait partie de ceux qui se sont moqués de ceux qui mettaient les choses sur la table. Donc je suis tout à fait sur ma ligne de départ. Néanmoins, bien sûr qu'il faudra voir les choses après. La question qui se pose, en plus de tout ce que vous avez dit, sur le fond, c'est est-ce qu'à un moment on a privilégié l'organisation démocratique politique du pays sur la santé des Français. Et ça, c'est un vrai point sur lequel il faut prêter attention, parce que parce qu'il y avait les élections, on a poussé au maximum les choses en essayant de maintenir une forme de paisibilité dans le pays pour que les élections se tiennent, là, je peux vous dire que les Français ne pardonneront pas. C'est ce qui semble ce qui transparaît sous les propos de Madame Buzyn. C'est-à-dire, en gros... Je pense que ce n'est pas seulement la majorité présidente de la République. Je pense qu'on se posera la question de l'ensemble des politiques engagées, je vais me faire taper sur les doigts par mes anciens amis, mais l'ensemble de ces politiques engagées dans cette campagne, ne devait-il pas à un moment aussi dire stop? Moi, j'ai vu des politiques en campagne qui allaient partout, dans les EHPAD, partout, alors qu'on savait que le risque augmentait, et aujourd'hui, on sait qu'ils sont pour certains contaminés. Donc, est-ce qu'à un moment, moi je me suis posé la question quand je voyais ces meetings et tout ça, je me dis mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils le savent que la pression monte? Elle l'a dit Agnès Buzyn, parce qu'elle a fait campagne, elle a dit qu'elle l'a fait la peur au ventre, parce qu'elle savait. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300 avec vous. Et puis si vous avez des coups de gueule à nous faire remonter, j'ai vu Arnaud Benedetti, vous nous le direz, votre fils est pharmacien, vous allez nous raconter comment il travaille, parce que comme l'a dit ce responsable syndicaliste policier, où sont passés ces putains de masques? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Christian de Villeneuve, journaliste politique, Laurence Saillet, chroniqueuse politique et ancienne porte-parole des Républicains, Régis de Castelnau, avocat, membre de la rédaction de Causeur, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je rappelle votre dernier livre, Le progrès est-il dangereux? Oui, Arnaud Benedetti, j'ai vu que vous aviez tweeté sur les conditions dans lesquelles votre fils exerce. Oui, il est pharmacien. Il n'est pas le seul. Vous savez que les étudiants en pharmacie doivent effectuer des stages. Et ils font des stages dans le cadre de leur cursus universitaire. Et donc actuellement, ils sont pleinement mobilisés. C'est des jeunes qui ont entre 21 et 23 ans. Ils reçoivent à peu près, selon les officines, un nombre important de clients, de patients, entre 200 et 400. Et ils travaillent dans des conditions, en effet, qui sont extrêmement compliquées aujourd'hui, compte tenu, bien évidemment, de la situation. Et les masques, bien évidemment, manquent cruellement. Aujourd'hui, il n'est pas le seul. Il porte le même masque depuis 3 jours, en étant au contact de personnes qui peuvent être, bien évidemment, ça ne sert à rien. Donc, tout ceci pour dire que quand même, on se retrouve dans une situation, qu'on le veuille ou non, d'impréparation qui est extrêmement inquiétante et qui n'est pas sans rappeler, alors toute proportion gardée, l'état de l'armée française en juin 40. C'est-à-dire que finalement, on fait la guerre sans être armé. Donc c'est un peu compliqué. Et moi, je voudrais quand même rendre hommage à ces jeunes qui aujourd'hui sont pour le coup eux véritablement en première ligne, en l'occurrence, qui remplissent une vraie mission civique, qui ne sont pas payés en plus, puisque c'est dans le cadre de leur scolarité, et qui se dépensent sans compter, c'est le moins qu'on puisse dire, pour finalement faire face à une situation à laquelle on ne les a pas en plus réellement préparés. Une réaction les uns les autres, qui veut intervenir? Je voudrais en profiter là. On a exprimé une certaine colère tout à l'heure là à propos de Madame Buzyn elle-même et
de ce qu'elle racontait, qui ouvre, je veux dire, une boîte de Pandore quand même, qu'on le veuille ou non. Mais ça, on verra, c'est vrai, on verra. Pour l'instant, on est face à une invasion, celle du virus, et le terme de guerre est, je pense, approprié. Moi, quelque part, d'abord, premièrement, cette crise va être le révélateur de toutes les crises. On vit un événement considérable, la fin de cette mondialisation-là, et c'est un événement colossal. Et face à ça, je trouve que tout d'un coup, on se rend compte, et je profite pour rendre hommage de nouveau, comme tout le monde le fait au personnel de santé, les gens, ils tiennent le front, c'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que on sent qu'on est encore un peuple, ni pire ni meilleur que les autres, mais il y a un espèce de il se passe quelque chose. Alors bien évidemment, il y a des scandales, il y a ceux qui traînent, il y a des déserteurs, il y a ci, il y a ça, mais globalement, on sent bien que se renoue un certain nombre de choses, et personnellement, moi, je trouve ça très positif. Il y a même, ça provoque, je trouve, une certaine émotion. J'ai été comme tout le monde. Juste dernier hommage que je veux rendre à des gens. D'ailleurs, je crois qu'il faut rendre hommage à l'initiative. Christian Villeneuve, d'applaudir tous les soirs. Mais bien sûr. Alors les Italiens. Applaudir tous les soirs à 20h. Les Italiens nous avaient donné de jolies leçons qu'on voyait sur les réseaux, assez extraordinaires d'ailleurs. Mais bon, c'est un peuple très civilisé, probablement plus que nous. Mais non, je voudrais ajouter, par exemple, vous voyez, quand je dis chacun est à son poste, dans les grandes surfaces, les caissières qui travaillent, qui sont épuisées, et puis qui sont exposées. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, mais elles sont là, parce qu'il faut bien que les gens aillent faire des provisions, elles doivent subir les colères, etc. Juste cet exemple qui m'a frappé, moi, ces jours-ci, ces gens-là, ils y sont. Tous ceux qui vont notre alimentation, tous ceux, vous savez qu'il y avait des régimes spéciaux de retraite sur lesquels on a critiqué les gaziers, les électriciens, etc. Ils sont tous au boulot et ça vient. Les postiers, le son. Moi, je trouve quand même que tout ça fait assez plaisir quelque part. Oui, mais enfin, on a entendu, Laurent Saillet, on a entendu les policiers, juste un mot avant, nous dire qu'ils étaient en tongue, pour reprendre ce que disait Arnaud Benedetti. C'est vrai. Ils vont à la guerre sans rien, avec des interdictions de porter les masques. Enfin, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure est absolument sidérant en ce qui concerne nos forces de l'ordre. Alors attendez, Laurent Saillet voulait intervenir après, Christian. Oui, moi je voudrais effectivement appuyer sur tous ces personnels qu'on ne cite pas, et merci de le faire, notamment les caissiers de supermarché. C'est pas que des caissières d'ailleurs. Tous les autres personnels qui travaillent dans les magasins d'alimentation, parce que eux, alors, ils sont exposés de manière, parce que quand vous êtes à la caisse, c'est pas aménagé, si vous voulez, pour vous protéger. Donc ça, c'est un véritable scandale aussi, parce qu'on a vu les grandes surfaces qui encaissaient un maximum, si vous voulez, ces derniers jours, et qui n'ont pas particulièrement déployé, certains l'ont fait, mais pas d'autres, des moyens pour protéger les caissiers. Par exemple, lorsqu'ils vous rendent la monnaie ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'espace qui sépare de 1 mètre, donc ils sont à risque tout le temps, Et vous verrez que eux, j'espère me tromper, personne ne les remerciera particulièrement. Ils n'auront jamais une prime. Ils travaillent pour la plupart au SMIC. Ils n'ont aucun avantage, ils n'en ont jamais eu. Et personne ne va les aider à faire quoi que ce soit. Et ils sont obligés, parfois, quand ils travaillent, par exemple, prenez le cas de personnes qui travaillent en région parisienne, obligés de prendre quand même des transports, laisser leurs enfants et dans des conditions qui ne sont pas certaines parce que c'est encore plus compliqué d'avoir des nourrices, payer quand même leurs nourrices, etc., etc. Donc il faut quand même essayer de prendre en compte tous ces cas particuliers et surtout demander aux Français quand ils vont faire leurs courses vraiment de faire très attention. Alors, parce que c'est vraiment, il y a encore des comportements dans les supermarchés qui sont vraiment invraisemblables. Mais pas que les supermarchés. Alors je vais poser une question qui n'est pas très politiquement correcte, c'est-à-dire est-ce qu'il y a les pauvres et les riches, ceux qui sont éduqués, ceux qui ne le sont pas, des quartiers qui se sentent pas à l'aise. Je viens de recevoir à l'instant une photo du marché de Barbès à 10h30. C'est proprement hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, nous sommes dans le 16e arrondissement de Paris, qui est donc un quartier plutôt riche. Il n'y avait personne dans les rues ce matin. La photo du quartier du marché de Barbès ce matin, elle est absolument dingue. C'est-à-dire que c'est un jour de marché comme un autre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pas politiquement correct, hein. Non, mais bien sûr. De toute façon, il y a des zones de non-droit déjà. C'est difficile de rétablir l'ordre. De toute façon, on voit bien que dans les quartiers où déjà la police n'était pas respectée,
auparavant. Elle ne le sera pas plus maintenant, malheureusement, mais c'est pour ça que là, il faut faire prendre. Mais je pense que sur les marchés, il faut réglementer plus durement, parce que ça ne sera pas possible et envisageable. Les Français ne vont pas accepter, eux, de se contraindre à être enfermés avec leurs enfants dans des difficultés et de voir par ailleurs des images où les choses ne sont pas respectées. La colère va vite monter. Oui, mais c'est quoi la solution? Quand on a entendu, juste une seconde, le policier qu'on a eu tout à l'heure qui nous a dit on a interdiction de patrouiller en voiture, on doit le faire à pied, je lui ai posé la question, ça va poser un problème. Des quartiers où déjà ils ne peuvent pas rentrer en voiture, comment est-ce qu'ils vont faire pour aller demander aux gens de ne pas sortir? Alors, c'est-à-dire que les zones de non-droit vont être encore plus des zones de non-droit. Soyons encore plus incorrects. On a, quand je parle de révélateur de toutes les crises, on va avoir un sérieux problème. Quand vous voyez ce qui se passe à Lyon, ce qui se passe à Grenoble, qui est la ville la plus mafieuse de France, qui vient de réélire triomphalement celui qui est à l'origine de cette dérive, Monsieur Piolle, eh bien, quand vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez une partie de la population, pour des tas de raisons, mais qui considère que la règle commune ne lui est pas applicable. Aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur disent que c'est vrai, c'est normal, ils sont néocolonialisés, racisés, etc., etc. Et puis il y a les mafias, parce que si vous voulez, le confinement, ça empêche les trafics aussi. Bien sûr, on a vu hier des images de trafic de masse. Donc on va avoir un problème, mais c'est déjà, on voit tous passer des vidéos insupportables, des épiceries pillées, des réserves d'hypermarchés prises d'assaut, etc. Et donc ça, je pense que sur le plan du maintien de l'ordre, on va avoir un réel problème. Est-ce qu'on prend le problème à bras-le-corps ou est-ce qu'on laisse faire? Ce que vous dites, c'est hallucinant sur les photos, je les ai vues aussi. Alors on avait les bobos rue d'Aligre, et puis on a maintenant cette partie particulière de la population rue de Barbès. Non, mais j'ai simplifié parce que Corinne me dit bonjour, la stigmatisation des classes sociales. C'est quand j'ai dit ça, c'était pour effectivement schématiser, mais on va parler des zones de non-droit plutôt que riches et pauvres. Effectivement, c'était peut-être maladroit ma manière de dire, mais c'est vraiment les zones de non-droit ou des gens qui ne se sentent absolument pas concernés. Allez-y. Valérie, non mais moi je veux bien, faut pas stigmatiser. C'est comme quand un médecin parlait de super contaminateur. Ah ben non, c'est stigmatisant, a répondu Véran, mais on arrête avec ça. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes qui ont des origines. Il y a des responsables de tout ça, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a, pour justement appliquer ces mesures qui sont absolument indispensables, on a des problèmes sociaux qui nous pètent à la figure. Et il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Ce qui est vrai, c'est que cette crise va exacerber. Et cette crise va exacerber les fractures de notre société. Et très révélatrice de celle-ci, d'ailleurs. Angelo. Personne ne va comprendre que vous sortez, vous allez vous prendre l'amende éventuellement si vous avez oublié votre autorisation, ce qui est normal, il faut suivre la règle. Et que par ailleurs, on va voir ce genre d'image. Et je suis d'accord avec l'histoire de ne faut pas stigmatiser. Ça, c'est exactement la même chose que quand on vous dit vous faites de la politique politicienne. À chaque fois qu'on met le doigt sur les difficultés, quelles qu'elles soient, et comme on l'a fait là depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, en disant attention, attention, moi on me disait mais vous faites de la politique politicienne, vous vous exprimez encore comme la porte-parole des Républicains. Mais ça n'a rien à voir. On a le droit de dire que c'est pas normal que les soignants n'aient pas de masque, on a le droit de dire que c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de solution hydroalcoolique, et qu'en même temps, on nous fasse la leçon à la télé en nous disant qu'il faut se laver les mains avec des solutions hydroalcooliques, alors vous en avez toujours qui vous disent le savon de Marseille. Il faut quand même atterrir dans la vraie vie. Quand vous habitez à Paris, que vous avez des enfants, que vous habitez même dans des villes, que vous passez d'un magasin à l'école, etc., vous n'allez pas vous balader avec votre savon de Marseille dans la rue. Bien sûr que les solutions hydroalcooliques étaient essentielles. Et bien sûr que ça, on n'a pas su le gérer. Alors quand on a crié là-dessus, on nous a dit qu'on faisait de la politique politicienne et qu'il ne fallait pas en faire. Et que ça, ok, maintenant on est en état d'urgence. Il faut se tenir jusqu'au bout pour que ça marche. Mais en tout cas, sur tous les sujets, la leçon à retenir aussi, ce sera de dire que la parole ne doit pas être cadenassée avec ces prétextes de stigmatisation ou de politique politicienne. Il y a Angelo. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la politique, ça ne doit surtout pas être de mettre la poussière sous le tapis, en l'occurrence. Et cette crise est intéressante parce qu'elle permet finalement de faire émerger tout un ensemble de sujets qui, jusqu'à présent, n'ont pas été traités.
quasiment périphériquement, mais bien évidemment, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait réapparaître cette crise? Elle fait réapparaître la nécessité du rôle de l'État, c'est-à-dire qu'en la matière, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de missions régaliennes qui relèvent de l'État et qui ont été littéralement abandonnées faute de moyens, parce que tout simplement, on avait une vision comptable, notamment de la gestion d'un certain nombre de biens et de sujets. Et la question de la santé en est un aujourd'hui, parce que in fine, à quoi nous sommes confrontés? Pourquoi nous sommes confinés essentiellement? Nous sommes confinés tout simplement parce que l'offre de soins est insuffisante. Il faut bien le comprendre. C'est que face à l'épidémie, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir les patients qui sont frappés par le virus. C'est aussi pour ces raisons-là que nous sommes aujourd'hui confinés. Et il faut le dire. Et vous voyez bien que la stratégie, d'ailleurs, il y a des stratégies très différentes. La stratégie que les Anglais sont en train d'adopter, qui peut éventuellement évoluer, est une stratégie différente. On peut se poser la question aussi quand même. Regardez ce qu'ont fait les Coréens. Les Coréens ont tout simplement décidé de dépister l'ensemble de la population et de confiner les gens malades. Ce qui a permis d'ailleurs, en l'occurrence, de ne pas stopper la vie économique et la vie sociale du pays. On peut se poser la question, pourquoi n'avons pas eu la même politique en France? D'ailleurs, pourquoi la plupart des États européens n'ont pas eu la même politique en l'occurrence? On n'a pas voulu acheter les tests parce qu'on considérait que finalement ça coûtait trop cher. Mais le coût économique aujourd'hui de cette crise sera évidemment supérieur à l'achat des tests qui auraient pu peut-être permis d'éviter de mettre le pays à l'arrêt. Parce que quand même aujourd'hui, il faut quand même avoir bien conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre l'arrêt du pays, l'arrêt de l'économie qui va avoir des conséquences immenses sur le plan social et sur le plan économique. Nous avons une limitation quand même aussi des libertés publiques parce que qu'on le veuille ou non, quand on est confiné, c'est la liberté de circulation, c'est la liberté de réunion qui sont mises quand même malgré tout d'une certaine manière de côté. Donc la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, nonobstant la question de l'unité nationale qui est absolument indispensable, nécessitera à un moment donné un grand débrief et des explications de la part de nos dirigeants. Pourquoi nous en sommes arrivés jusque-là? Oui, non, ça méritera ça. Et Angelo nous disait qu'à Saint-Denis, par exemple, il n'y avait pas de contrôle, qu'on ne demandait pas les attestations. Daphné nous dit les amendes, ce seront toujours les mêmes qui les paieront. Il y a ce sentiment, effectivement, Valérie, on a peur de l'émeute. Villeneuve, bien sûr. On a peur de l'émeute. Ah non, c'est Régis qui parle là. Oui. Non, mais si vous voulez, c'est un vrai problème. On va devoir arbitrer entre deux risques, le risque sanitaire et le risque d'explosion sociale dans ces quartiers. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve. On aura Patrick qui vit en Espagne qui va nous raconter comment se passe le confinement là-bas, quelle est la différence, est-ce que ce confinement est respecté? On en parle avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio avec Christian de Villeneuve, Laurence Saillet, Régis de Castelnau et Arnaud Benedetti. On a Patrick en ligne avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Vous vivez en Espagne? Oui, je vis à Cartagène, c'est dans le sud de l'Espagne, à 100 km au sud d'Alicante. D'accord. Vous êtes confiné ou pas? Évidemment. Depuis vendredi soir, avant même les mesures officielles du gouvernement, les gens se sont auto-confinés. C'est-à-dire que les bars ont fermé d'eux-mêmes, etc. J'ai l'impression que les gens le vivent très bien parce que les contacts que j'ai avec mes amis espagnols ou expats ici, il n'y a pas de tension. Les gens que je connais qui font du théâtre font leur truc par visioconférence, etc. Donc ils s'organisent. Et la police patrouille, ils sont en voiture, ils sont plus en scooter, je ne les ai plus en scooter ni en moto, ils sont en voiture, masqués, gantés. Alors je ne sais pas si c'est dans leur dotation ou si c'est perso, en tous les cas ils sont tous masqués. J'ai entendu des policiers qui ont témoigné ce matin qu'ils n'avaient pas le droit de porter de masque. Non, ça, ça a été interdit par leur hiérarchie, ce que nous ont dit les policiers, ils ont interdiction de porter des masques parce que c'est considéré comme anxiogène. Oui, mais donc on a évidemment comme en France le droit d'aller dans les commerces, dans les supermarchés. Mais est-ce qu'il y a eu le même type de comportement, de peur de la pénurie, c'est-à-dire avec des files d'attente devant les magasins? Non, la dernière fois que je suis allé faire mes courses, c'était il y a 2 jours, en sortant de chez le dentiste, où là tout le monde était masqué, ganté chez le dentiste, et puis souriant, tout allait bien.
Et je suis allé dans un hypermarché, donc un peu comme en France, les mêmes. Hein. Et tout le personnel de l'hypermarché était masqué, mais non pas avec un masque de peintre, hein, un avec vrai masque sanitaire, et ganté, tout le personnel du supermarché. Ouais. Alors vous avez le droit de vous déplacer, je crois depuis hier, mais seul en voiture, vous n'avez plus le droit d'être à deux en voiture. Donc ça, c'est une nouvelle mesure. Ah oui. Et si vous vous déplacez pour des raisons d'aller faire une balade ou quoi, là, vous risquez une amende. Et ça se négocie pas en Espagne. Hein. Si le policier veut vous mettre une amende, si vous commencez à négocier, à dire oui, mais c'est parce que je sais pas quoi, là, vous l'avez, c'est sûr. Donc, il faut mieux faire profil bas. Ils ont une certaine autorité. Donc vous avez le sentiment qu'en Espagne, ça se passe. Il y a peut-être plus de sens civique pour l'instant, en tout cas, qu'en France. Moi, je vous donne mon avis d'une petite ville de province, 200 000 habitants quand même. Je ne sais pas comment ça se passe dans les grandes agglomérations comme Barcelone et Madrid. Mais à 20h, tout le monde se met au balcon, applaudit. Donc voilà, pour dire voilà, on est toujours vivant. Les réseaux sociaux fonctionnent bien et voilà, les pharmacies, les magasins de bouche et puis les trucs essentiels fonctionnent. D'accord. Voilà. Merci de votre appel, Patrick. Merci. On a également Cynthia qui voulait intervenir. Bonjour Cynthia. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. On entend les enfants derrière. Vous êtes confinés à Narbonne. Oui. Voilà, on est juste à côté de Narbonne. Ça se passe comment à Narbonne ? Il y a des gens dans les rues ou pas ? C'est vide. C'est vide, d'accord. C'est vide, oui, c'est assez vide. Disons que moi, je continue de travailler, donc je fais 4 jours dans la semaine. Vous faites quoi ? J'aide les personnes handicapées dans leur quotidien. Bravo Cynthia, parce que c'est effectivement pas ni évident comme travail, ni dans ces circonstances-là. J'imagine que vous faites très attention, vous avez des masques. Oui. J'ai des tenues de rechange. J'ai aussi des produits désinfectants qui désinfectent les vêtements et les mains et tout, en fait. Donc, voilà. On a tout ce qu'il faut. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? En fait, voilà, j'ai 3 enfants. J'ai 2 ans, 4 ans et 6 ans. Donc, ils sont à la maison. On essaie de les occuper comme on peut. Oui. La grande, elle a l'école à la maison, par contre. 2 heures par jour, elle fait école avec l'ordinateur, avec sa maîtresse. Ils ont des échanges, ils ont des cours, elle a des vidéos, tout ça, pour continuer à travailler. Parce qu'elle est au CP, il faut quand même, c'est la base. Donc, c'est une année quand même clé. Oui. Donc, on continue à faire ça. Puis, on continue ses leçons de piano aussi, parce que, comme elle peut plus ni aller au piano, ni à la piscine. Comment vous faites ? C'est vous qui faites les cours ? Voilà, oui. Le professeur, c'est un ami, il m'envoie tout par mail et puis je fais avec elle. Ouais. Voilà, on continue comme ça comme on peut. Et après, quand on va au magasin, on ne peut pas y aller tous ensemble. Donc, il y en a un qui va avec son petit papier. Et mon mari qui n'a pas le permis, en fait, il est obligé d'avoir un accompagnant pour l'emmener au travail. Et l'accompagnant a un papier, une dérogation, comme quoi il l'amène au travail. Il fait quoi comme travail, votre mari ? Il nettoie les entreprises où il découpe la viande. D'accord. Pour que tout soit justement propre et voilà, c'est important. Donc il peut pas arrêter son travail, il peut pas faire de télétravail, c'est important. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas faire de télétravail, ça c'est sûr. Voilà. Donc du coup, il est obligé. Et, surtout que c'est l'entreprise qui livre tous les magasins de la région, donc. Et il y a des mesures particulières de sécurité qui ont été prises ou d'hygiène. Tout est pris. De ce côté-là, de toute façon, ils ont les costumes depuis le début. Ils ont costumes, grands, masques, lunettes, voilà. D'accord. Écoutez, merci de votre témoignage. Puis on entend bon courage à vous avec les 3 enfants. Et puis bravo encore de ce que vous faites. Et c'est important ce matin. Ce matin, il y avait Madame Cluzel qui était sur la secrétaire d'État aux personnes handicapées qui était sur Sud Radio et qui a annoncé les mesures spécifiques qui ont été portées pendant cette période de coronavirus. En particulier, elle a dit aux parents qui ont des enfants handicapés qu'il fallait s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, qu'ils sont prioritaires pour bénéficier d'indemnités journalières et puis aussi des aides pour ceux qui ont du mal à faire leurs courses. Vous vouliez intervenir l'un, l'autre Oui, Laurent si vous voulez, j'aimerais bien intervenir justement sur la personne, l'Espagnol qui nous a appelé. D'abord, je salue tous mes amis espagnols. Moi, j'ai vécu là-bas. Bien sûr. Et je suis très attachée à l'Espagne. Et quand j'ai vu effectivement que l'Espagne était en difficulté un petit peu avant nous,
c'est là aussi où je me suis dit qu'on allait évidemment suivre le même chemin. C'est vrai que le rapport à la police est totalement différent de manière générale. En Espagne, on a peur du policier. Donc, de toute façon, ça, c'était même avant. Je confirme effectivement les propos de monsieur. Maintenant, je voudrais quand même qu'on soit très clair sur le sujet. Il faut que nos policiers soient déployés dans les zones les plus difficiles et qu'ils aient effectivement tous les moyens d'agir. Parce qu'ils avaient déjà à gérer, depuis 1 an et demi, ils vivent l'enfer entre les gilets jaunes, etc., les diverses manifestations, la haine anti-flic qui s'est développée. Maintenant, ils agissent encore plus pour protéger les Français et se font cracher au visage parfois par certaines personnes. Et donc, il ne va pas falloir être... si vous voulez, il va falloir être fort avec les forts et pas fort avec les faibles. Donc, aller faire balader des policiers dans des endroits où il se passe rien et où on sait que les gens respectent les choses, c'est pas la peine de perdre pour faire des belles images. Et pour que le préfet allemand puisse dire que les choses se passent bien, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse agir là où c'est utile, parce que sinon, on va encore avoir une France qui se fissure de manière plus importante. Oui, d'autant plus qu'il y a un autre sujet, c'est que quand on a vu récemment, là, vous savez, la fameuse enquête que fait le Cevipof régulièrement sur la confiance des Français dans les institutions, que l'image de la police, qui était excellente il y a encore 3-4 ans, notamment suite aux attentats que la France a pu connaître, s'était malheureusement dégradée dans l'opinion publique. Alors elle s'est dégradée vraisemblablement parce que je pense que moi, l'exécutif a mis en difficulté... l'a mis en difficulté la police par sa communication et puis par parfois un certain nombre de mesures qui ont été prises. Donc en effet, le rôle des policiers va être extrêmement compliqué dans cette situation. Et je voudrais relever quand même les déclarations encore du préfet allemand il y a tout juste 24 heures qui, devant quelques journalistes, a encore une fois fait le fier à bras en disant que lui, de toute façon, il n'y avait pas de problème, il allait faire respecter l'ordre public. Comme si chaque Français, d'une certaine manière, devenait la cible de la police. C'est extrêmement compliqué, si vous voulez. Il faut être extrêmement... Dans cette situation que nous sommes en train de vivre, il faut absolument que les responsables de l'ordre public aient un discours qui soit un discours aussi, qui soit un discours bienveillant, qui ne se limite pas, je veux dire, à un discours de menace. Et en l'occurrence, il y a véritablement, du côté de la police, un rôle qui est absolument essentiel, mais qui est extrêmement difficile aujourd'hui à opérer parce que, encore une fois, le contexte de la relation de l'opinion à la police a malheureusement évolué ces derniers mois. Oui, une réaction Valérie, moi je voudrais intervenir pour dire qu'à distance, votre auditrice qui a appelé, que je l'embrasse, Cynthia, parce que si vous voulez, ça remonte le moral. On a quelqu'un qui a 3 enfants, 6, 4, 2. J'imagine, pour avoir connu la situation, ce que c'est. Moyennant quoi, elle tient le front, elle fait son job qui est indispensable, son mari aussi. Elle fait des cours à la maison, elle donne des cours, elle relaye des cours de piano. Bon, si vous voulez, c'est le genre de choses qui montrent bien que on est quand même un grand peuple quelque part. Il y a plein de gens comme ça et que ça les révèle quelque part. On mesure de quel ensemble on fait partie et personnellement ça m'a fait très plaisir. Il y a une question qu'on n'a pas posée. Vous êtes certains d'entre vous à être concernés. C'est ceux qui sont partis dans leur résidence secondaire. On voit aujourd'hui qu'il y a des tensions à Belle-Île-en-Mer où les Parisiens ou ceux qui viennent des grandes villes sont accusés sur le bassin d'Arcachon d'amener le virus, de colporter le virus. Et on a effectivement en Norvège, il a été interdit de se rendre dans sa résidence secondaire pour ne pas propager le virus. Oui, mais si vous voulez, ça fait partie des injonctions paradoxales auxquelles sont soumis les Français depuis maintenant, depuis plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, et parfois d'ailleurs un champ lexical même extrêmement dur, des mesures qui apparaissent contradictoires. On l'a vécu, j'allais dire, de manière quasiment incandescente avec la tenue des élections municipales lors de ce premier tour dimanche. Donc, est-ce que nous allons véritablement jusqu'au bout de la logique qui nécessiterait en effet de mettre l'ensemble de la population quasiment en confinement? Je n'en suis pas sûr. D'où l'ambiguïté quand même, encore une fois, je reviens moi sur l'ambiguïté du discours du président de la République ce lundi soir ou ce mardi. C'est-à-dire que c'était un discours qui quand même laisse malgré tout la place à une interprétation pour les Françaises et les Français tout à fait personnelle
réel des dispositions qui sont mises en place actuellement par l'exécutif. Oui, je pense que les gens ont maintenant un petit peu compris. On a une auditrice qui se scandalise que la Poste fasse payer les photocopies parce qu'il faut un laissez-passer par sortie, en fait. Donc, ceux qui n'ont pas... Alors, vous pouvez le recopier sur papier libre. Hein. Alors, oui, bon, c'est fastidieux, mais c'est vrai qu'il va falloir présenter ces attestations quotidiennes. On peut aussi maintenant, si vous permettez, sur la plateforme du gouvernement, il me semble, mais à vérifier parce que je viens de le recevoir maintenant, désignenumérique.gouv.fr où apparemment on pourrait le signer en ligne. Ah, d'accord, parce que le téléphone portable, effectivement, n'est pas... Il y a déjà des applications qui le font, de toute façon, et ça va arriver, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, si vous voulez, demander des choses aux Français qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes mettre en application. Il y a déjà assez d'inégalités qui vont ressortir encore dans cette période-là. Pensons, je dis un petit mot à tous les enfants qui bénéficiaient d'un repas gratuit à la cantine le midi, aux familles en difficulté. Alors le ministre vient de dire que ce n'était pas valable, que l'appli n'était pas valable. C'est ce que vient de dire le ministre. Voilà. Merci à tous les quatre. On parlera des conséquences psychologiques demain. Au Mans, la police est intervenue pour une grosse dispute conjugale liée au télétravail. Voilà, je pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de tensions dans certains foyers. Merci à tous les quatre encore une fois. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio, d'être là. On est là, nous, toute la journée pour vous accompagner. Dans un instant, c'est l'ami André Berkoff qui vous accompagne. Très bonne journée sur Sud Radio.